Et c'est avec vous une nouvelle fois, Solène. Le retour des éclaircies d'hier se confirmera ce matin encore en Île-de-France, mais le beau temps ne va pas durer puisque cet après-midi, Météo France prévoit des averses très intenses à partir de 13 h avec un risque de grêle. Le temps restera donc maussade jusqu'à demain soir, mais dimanche nous profiterons enfin d'un ciel ensoleillé. L'ensemble de la région reste classée en vigilance orange inondation aujourd'hui. Côté température, elles sont encore en baisse aujourd'hui, mais rien en dessous de 0. Ce matin, il fait entre 2 et 6 degrés et cet après-midi, nous gagnerons environ 3 degrés avec en moyenne 7 degrés à Pontoise, Coulommiers et à Paris, 6 degrés à Elancourt et à Limours. Merci beaucoup, Solène. À tout à l'heure, 9 h, pour encore d'autres informations valoisiennes sur la radio. Du bien-être, détendez-vous, la matinale se poursuit. Actuellement, un petit peu plus de 274 km de bouchons en Île-de-France. Des difficultés, notamment du côté de la N104 extérieure, entre Lésigny et Ponton-Combo, et d'autres difficultés aussi si vous êtes du côté d'Orgemont vers Gennevilliers. Accident sur la A15 dans vos transports en commun. Je vous rappelle, toujours dû à la crue de la Seine, le trafic est interrompu sur la ligne C. En tout cas, une partie de la ligne C est fermée suite à la crue de la Seine. IDFM Radio Regain, dans un instant, l'agenda des villes. La matinale se poursuit avec le retour de la musique. Bonjour, bienvenue, c'est presque la fin et ça s'annonce bon ce week-end. Mais juste avant, le retour de la musique sur la radio du bien-être avec Claudio Capéo et son titre Riche. J'ai un monsieur qui a gagné des places, mais il ne pourra pas y aller ce soir. On fait comment? On laisse tomber? Il ne faut rien faire, il les file à quelqu'un de son entourage, je sais. Allô? Non, on ne peut rien faire, on n'a pas le temps de les redonner. Il faut qu'il les offre à quelqu'un dans son entourage. Non, merci, c'est gentil. Moi, personnellement, je ne pourrais pas.
Claudio Capéo riche sur IDFM Radio Anguin. C'est pratiquement la fin. Très très belle chanson de Claudio Capéo à 8h53 sur IDFM Radio Anguin. Quelques bons plans à partager ce week-end et notamment ce soir. Nous vous rappelons que la chanteuse espagnole Luz Casal se produira au Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Elle reprend le répertoire de la chanteuse Dalida. C'est une chanteuse espagnole que vous connaissez bien. Vous avez fait sa connaissance il y a quelques années pour le morceau Piensa en mí, pour la bande originale d'un film de Pedro Almodóvar. 11 chansons du répertoire de Dalida, repris par Luz Casal, ce soir au Centre des Arts d'Anguin-les-Bains à 20h30. Pour en savoir davantage, direction le site cda95.fr. À Beauchamp, demain, 2 représentations d'un spectacle à 17h pour demain et dimanche 4 février à 15h. C'est l'atelier Chansons de Beauchamp qui vous invite à découvrir sa nouvelle création mise en scène par Hervé Deletty. Ça se passera à la salle Anatole France avec de grandes chansons françaises interprétées par des artistes amateurs au cœur d'un spectacle tout en ombre et lumière. Entrée 6 € pour en savoir davantage, le 06 83 53 07 88. Je vous rappelle le grand concours de court-métrage organisé par la commune de Taverny dans le cadre d'un festival de cinéma qui aura lieu d'ici quelques mois. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos courts-métrages pour ce festival de cinéma. Les candidatures sont à poster à l'adresse suivante. Vos vidéos sont à adresser à festivalcinéma@ville-taverny.fr avant le 20 avril. 3 catégories sont proposées: les juniors de moins de 14 ans, les ados et adultes amateurs ou encore les ados adultes professionnels. Toutes les informations sont sur le site de la ville, ville-taverny.fr. Et encore un autre bon plan. Je vous rappelle l'événement de la commune de Persan qui vous propose une exposition à la médiathèque sur le cirque et demain notamment des ateliers d'initiation au cirque par l'association Art Ensemble Cherche-Trouve de Cergy-Pontoise. Réservation indispensable. Et pour en savoir davantage sur ces ateliers autour du cirque sur la commune de Persan à la médiathèque, vous faites ville-persan.fr. Merci pour cet agenda des villes, je me remercie. J'espère que vous avez pris note, sinon n'hésitez surtout pas à nous contacter au 01 34 12 12 22. Nous retrouverons l'horoscope de Patricia Lasserre. Bonjour, Bélier, vous faites preuve d'une grande efficacité au travail, vous êtes sur la bonne voie. Taureau, une belle promotion est dans l'air, soyez patient et au premier des camps. Gémeaux, votre perspicacité et votre sens de l'anticipation vous avantagent. Cancer, vous allez bientôt gagner plus d'argent. Oui, réexpliquez parce que j'ai pas compris du tout. C'est plus joli si vous dites la matinale se termine, je vous laisse en compagnie de Florence et et de Solène pour les dernières infos du jour. Tiens, installez-vous tranquillement. Alors, si vous voulez mettre le casque sur les oreilles, l'avantage c'est que vous vous entendez pendant que vous parlez, sinon c'est pas une obligation. Mais hier je vous ai présenté et après j'ai rien dit d'autre. Si, vous avez repris la parole. Ah oui, en disant qu'il y avait d'autres informations. Ça va pas. Ah si, mais il faut le préciser pour l'auditeur si vous pas retrouvez bon. d'autres informations valoisiennes. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça dont je parle. C'est pas le fait que vous ayez dit qu'il y a d'autres infos. Je comprends pas alors. Bon, c'est pas grave, on verra après. Voilà, donc après, je fais des petites pauses musicales qui sont des pauses respiratoires. La matinale se termine, et oui, ça y est, déjà, d'ici quelques secondes. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec le bar de l'économie. À l'instant, c'était l'horoscope du jour de ce vendredi 2 février avec Patricia Lasserre. Retrouvez tous ces horoscopes sur voyance-equitable.com. J'étais ravi, encore une fois, d'être avec vous, d'être à vos côtés pour cette matinale. Je vous souhaite un agréable week-end sur la radio du bien-être et à 9h, un nouveau point sur l'actualité valoisienne avec Solène Jodie. Je pense pas. 19 janvier, 11 mars 2018, 15e édition de l'hiver musical de Saint-Leu-la-Forêt. 80 morts, une évocation des rites et des mythes. 21 janvier à Saint-Prix-Cliché, tragédie lyrique de Lully. 28 janvier à Saint-Leu-la-Forêt, au port de Pincé d'Afrique. Donc ça veut dire qu'après la pause musicale, il faut lancer le générique de l'émission, c'est ça, Francky?
après les infos, je veux dire, de Solène, On envoie l'indicatif. vous envoyez l'indicatif. Comme hier, on a fait. Non? Hier, vous avez parlé entre les deux, et c'est ça qui va pas. Et oui, j'ai juste dit, on retrouve les informations Non, vous avez valloisiennes. dit plus de choses, justement. Ça, oui, ça serait bien de dire on retrouve les infos à midi. C'est tout ce que j'ai dit. Non, si, beaucoup plus. Réécoutez, vous allez voir. Les années 80, Bah, je sais ce que je dis quand même. venez chanter et danser au centre Cyrano de Bergerac Quoi? avec Richard Sanderson. Que des tubes. Vendredi 2 février à 20h30 avec Alain Lorca. Monsieur Richard, c'est bien votre 3e mandat de sénateur ou votre 4e? Ah, c'est bien ça. J'ai eu un doute ce matin. J'ai mis. Réservation Donc j'ai bien compris. Mais pas consécutif. 21 Oui, j'ai vu. Oui, mais ça, c'est pas grave. Big Bang, c'est 20 thèmes et des chroniqueurs. Sorties, ciné, beauté, high-tech et news. Retrouvez-nous tous les samedis à 20h. À quoi ressemblait le visage d'une momie après 3000 ans? L'idée, vous allez trouver Bernadette Chirac sur Google Images. Par contre, vous pouvez nous parler du colloque et de l'objectif du colloque. Hein. Oui, d'accord. Mais je peux regarder là. Attention parce que j'ai tout à coup de boule, hein. Comme hier. À qui? Parce qu'il faut que j'appuie sur le bouton. Et nous retrouvons l'essentiel de l'actualité valloisienne avec Solène Ledorbe. Nous en avions parlé lors de la matinale à Argenteuil. Une prime d'assiduité fait toujours débat, mais le maire de la ville, Georges Motron, entend bien les polémiques puisqu'il a décidé de revenir sur les critères de l'attribution de cette prime. Votée en décembre dernier et entrée en vigueur début janvier, la mesure vise à récompenser les agents les plus assidus d'une prime de 500 € par an, un montant auquel est imputé 25% à chaque jour d'absence. Face au tollé général de cette prime, compte tenu de son caractère discriminatoire, le maire a donc décidé qu'il souhaiterait étendre cette prime aux agents ayant pris un congé paternité. Ce vote sera soumis lors de la prochaine assemblée. Les opposants à l'aménagement du triangle de Gonesse ont fait valoir leurs revendications. Mercredi soir à Gonesse, défenseurs et opposants se sont déplacés en nombre à la réunion publique organisée sur le sujet. Le projet concerne l'aménagement d'un complexe de loisirs et de commerce Europa City de 80 hectares, mais aussi un immense quartier d'affaires international de 128 hectares et la future gare de la ligne 17. Le commissaire enquêteur Bruno Ferry-Wilzek, chargé de l'enquête publique, doit rendre son avis sur la question dans quelques mois. C'est l'occasion pour les intervenants de donner leur opinion et de présenter leurs arguments. Et pour l'occasion, le collectif des vrais gens lancé il y a 3 mois s'est fait remarquer avec des t-shirts noirs affichant « Oui » au triangle de Gonesse. Les opposants, quant à eux, se battent contre la bétonisation des terres agricoles. Point travaux tout près de la radio à Enghien-les-Bains. Des réaménagements sont prévus sur la partie nord des berges. En collaboration avec la ville de Saint-Gratien, la promenade Éric Tabarly sera refaite ainsi que la chaussée. Une passerelle réservée aux piétons sera créée près du lycée Gustave Monod. Philippe Stuart, le maire de la ville, a évoqué l'intérêt de ces travaux pour la sécurité des conducteurs. Le pont existant est trop étroit et ne permet pas aux bus de se croiser. Sur place, les riverains sont plutôt favorables à ces travaux qui pourraient rendre les promenades plus agréables. Une histoire qui se termine bien maintenant à Garges-les-Gonesse. Depuis novembre, la maison de Youssef, un habitant de Garges-les-Gonesse, était envahie par des Roms. Les policiers qui avaient prévenu les propriétaires n'ont pas pu intervenir car le squat durait depuis plus de 48 heures. Cette histoire a fait le tour du quartier puisque mercredi dernier, une quarantaine de personnes sont intervenues pour évacuer les squatteurs. Une opération qui a fait le tour des réseaux sociaux. Les jeunes, fiers de leur action, ont rappelé que souffrant d'une mauvaise image, la cité peut aussi assurer la sécurité de leur quartier. Et enfin, la mobilisation continue contre la suppression des départements. Le mercredi 7 février, les départements franciliens organiseront la journée sans département pour s'opposer à la suppression des départements. Christian Favier, président du conseil départemental, vous invite à vous rassembler à partir de 11h devant la préfecture du Val-de-Marne à Créteil. Merci Solène. Un nouveau point sur vos informations tout à l'heure à midi avec RFI et ensuite votre flash valloisien à midi 15. Je laisse ma place maintenant à Florence Sœur pour le bar de l'économie et elle évoquera notamment le Secours catholique ou encore l'Europe.
ça l'Europe, hein. Oui. Et le secours catholique. Oui, et puis aussi la France quand même. Et le Val d'Oise. Et le Val d'Oise, bah, Richard, il y a beaucoup de choses à nous dire. Bonne émission. Merci Christophe. Au revoir. C'est bon? Oui, c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale pour une heure de bonne humeur et d'information avec Francky à la technique. Et regardez-nous en live, en vidéo via Facebook, page IDFM, et bien sûr vous nous écoutez sur la FM 98.0 ou par internet en web radio sur idfm98.fr. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Richard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous aujourd'hui. En septembre dernier, vous êtes le seul réélu à la fonction de sénateur du Val d'Oise pour un 3e mandat, ce qui, après 40 ans de mandat en tant que maire de Saint-Ouen-l'Aumône, vous oblige à passer les rênes de la ville du fait de la loi sur les non-cumuls de mandats. Vous êtes impliqué dans plusieurs institutions comme la communauté d'agglomération de Cergy ou l'université de Cergy-Pontoise par exemple. En tant que président de l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique, un think tank de réflexion sur la géopolitique dans le monde et aussi un institut d'enseignement supérieur piloté par Pascal Boniface, vous évoquerez le colloque sur l'Europe. Le thème c'est « L'Europe nous protège-t-elle ?», organisé à Enghien le 10 février prochain. Donc avec vous, beaucoup de sujets. Nous aborderons vos travaux, le Val d'Oise et l'Europe bien sûr. À vos côtés, Jean-Luc Molly, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également aujourd'hui. Alors après vos études de médecine, vous choisissez la chirurgie viscérale et puis vous devenez bénévole au Secours catholique en 1977 que vous ne quittez plus pour prendre la présidence du Val d'Oise en 2013. Mais vous avez aussi adhéré à l'association Sud Santé qui a beaucoup agi au Mali et vous êtes le cofondateur et ancien président de Chirurgie Solidaire. Alors pour vous, je dirais que l'humanitaire est la simple prolongation du serment d'Hippocrate. Vers 9h50, nous aurons un secret immobilier par Larissa Minoff, mais nous avons beaucoup d'actualités aujourd'hui que nos invités vont commenter. Donc malheureusement, pas de start-up à vous faire découvrir, mais c'est promis. Lundi, on vous présente ce smartphone pour les nuls. Tout de suite, une petite mise en forme musicale, Michel Jonas et la boîte de jazz. Donc là, on l'a fait courte, Francky. On l'a fait courte parce qu'ils ont beaucoup de thèmes à voir. Au Secours catholique, je suis rentré en 2013 directement comme président, j'étais pas avant. Ah bah c'est marqué dans... J'ai trouvé ça dans... Parce que moi je fouille toujours, hein. Dans les documents. Et bah ils disent que vous êtes... Bah tant pis, hein. Tant pis, mais c'est en fait je connaissais pas. Ah, vous connaissiez pas? Bah, je connaissais pas ma femme, c'est ma femme qui était... Ah bah voilà. Ma femme oui, mais était du coup, bénévole au siège depuis... Je pense que dans les textes, ils ont mis que vous étiez. Bon. Donc c'est de famille, quoi. On peut dire ça. On reprend... La 6e pause... Non mais on la fera pas de toute manière. Oui. Elle va pas? Non, elle n'est pas compatible avec... C'est qui? Adrienne. Ah oui, mais c'est une artiste, c'est une auteure cette fille. Je voulais la faire découvrir, bah tant pis. Non, ça... On va la scratcher. Ça marche pas. De toute façon, on n'aura jamais le temps de passer autant de pauses. Hein. Vous nous faites reprendre à 1 minute 50 à peu près, s'il vous plaît. Ok. Donc je parle un peu vite, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses à dire sur vous deux que je suis obligée. Faites comme vous voulez. Bah, c'est comme je peux, tellement il y a des sujets intéressants. Parce que je pense que Alain Richard n'a pas le temps de venir nous voir tous les 4 matins. Donc on va en profiter. Enfin, si vous voulez prendre un abonnement, nous, avec plaisir. Hein. De toute façon, je vais vous le dire après, c'est que maintenant que vous connaissez mon téléphone, mes coordonnées, s'il y a un sujet sur lequel vous voulez intervenir, même par téléphone, il ne faut pas hésiter. Hein. Et à ce moment-là, nous, on vous appelle d'ici sur un port. Oui, on y va. Si vous voulez réagir à un peu d'actualité. Voilà, vous avez reconnu Michel Jonas, la boîte de jazz. Alors Alain Richard, à 32 ans environ, vous devenez le très jeune maire de Saint-Ouen-l'Aumône, surtout pour l'époque, excusez-moi. Et depuis, vous n'avez cessé d'avoir des fonctions d'élu. Vous êtes diplômé en droit public, en études littéraires générales et de Sciences Po Paris. Puis vous entrez à l'ENA. C'est donc tout naturel pour vous de choisir la haute administration. Je vais appeler ça le métier de conseiller d'État. Vous avez été ministre de la Défense de 1997 à 2002, vice-président de l'Assemblée nationale, député du Val d'Oise pendant 15 ans, membre de la délégation pour l'Union européenne, membre du comité des finances locales, membre de la Commission supérieure de codification, ça c'est les textes législatifs, membre du Conseil national de la transition écologique,
Alors, j'ai des questions personnelles à vous poser. Était-ce une volonté de vous présenter à une élection à l'époque, en 77, ou plutôt poussé par les événements ou les réseaux? Non, j'ai une activité politique, j'ai des convictions que j'ai cherché à faire progresser depuis ma jeunesse. J'étais déjà militant dans l'action politique dès 15-16 ans. Ensuite, j'ai eu des responsabilités dans le syndicalisme étudiant. Et une fois entré dans mes fonctions au Conseil d'État, je gardais un lien avec la politique et c'est un peu un jeu de circonstances qui a fait que je me suis présenté à cette première élection. J'étais au départ, quand j'y songeais étant jeune, plus intéressé par le métier de parlementaire, enfin par le mandat de parlementaire. J'avais envie de siéger au Parlement un jour et à l'époque, j'étais parisien, l'idée de mairie, le travail concret au quotidien sur le terrain était moins familière, donc c'était un peu un jeu de circonstances et puis un défi. Et en revanche, une fois que j'ai été dans cette fonction, ça vous a passionné ça, et donc je m'en suis pas lassé. Alors, en terminale, vous décidez... Est-ce que c'est en terminale que vous décidez de votre choix d'études? Expliquez à nos jeunes auditeurs comment vous avez fait, comment vous avez décidé finalement de faire tout ça. Oh, écoutez, d'une part, un peu le goût de ce qu'on appelle le service public, quoi, hein, de travailler pour la collectivité pour essayer de la faire progresser. Je suis un lecteur d'histoire depuis ma première enfance et j'avais une espèce d'intérêt, je dirais presque de fascination pour le rôle de ces conseillers du pouvoir qui essayent de l'aider à aller dans le droit chemin. C'est des choses qu'on lisait dans le livre d'histoire de ma jeunesse. Et donc c'est cet angle-là qui m'a conduit à souhaiter entrer au Conseil d'État. Je me rappelle très bien qu'un de mes copains de lycée était le fils d'un conseiller d'État, qui est d'ailleurs quelqu'un qui a eu un rôle dans le Val-d'Oise, parce qu'il était maire de Gonesse. Et cette personne, un jour, m'invite à déjeuner, me demande ce que je vais faire plus tard. Je lui dis un peu intimidé que j'aimerais un jour entrer au Conseil d'État. Et il m'a dit, j'espère y être encore pour vous accueillir, et ça s'est produit. Est-ce que c'est également une transmission familiale, peut-être, que vos parents... Mes parents étaient instituteurs à Paris ou en proche banlieue, et donc je suis le premier de la famille à être entré. L'ascendance de ma famille était des gens très simples dans le sud de la Beauce. Et non, ce n'est vraiment qu'à ma génération, disons, que j'ai pu accéder à des responsabilités publiques. Alors parlons un petit peu avec vous de la réforme du bac, donc plus d'importance donnée au contrôle continu, réduction des matières, 2 imposées, 2 au choix, je résume, et puis surtout un grand oral. Qu'en pensez-vous, tous les deux d'ailleurs? Ce qu'il faut dire déjà, et je trouve qu'on ne l'a pas assez observé, c'est qu'une réforme du bac, c'est par le fait même une réforme des études au lycée. Par définition, ce que vous faites en seconde, en première et en terminale, c'est de préparer un socle de connaissances qui va être vérifié par le bac. Donc c'est pour ça que Jean-Michel Blanquer prend le calendrier du bac 2021, de manière que ce qui se passe en seconde, en première et en terminale à partir de l'année prochaine soit en ligne avec l'objet du bac. Donc l'idée générale est de ne pas figer les spécialisations d'études trop tôt pour laisser aux jeunes l'éventail de choix le plus large. Et donc on remplace les filières bac, B, C, etc., par le choix de 2 matières fortes, qu'on appelle les majeures. Et donc ça permet aux jeunes, si vous voulez, et conseillés par leurs enseignants, bien sûr, de choisir progressivement les domaines dans lesquels ils vont approfondir leurs connaissances. Je pense que ça se relie aussi avec l'idée qu'on entre en enseignement supérieur avec quand même les armes minimum, les bases minimum, pour avoir des chances sérieuses d'une culture générale d'y réussir, quoi. C'est en même temps une façon de préparer la démarche pour éviter les 50 ou 60% d'échecs en première année de fac. Donc oui, il y a fusion, vous l'avez rappelé. Je pense que c'est une bonne réforme. Honnêtement, comme beaucoup des réformes que nous sommes en train de faire en ce moment, ce pas des sujets nouveaux. Il y a des gens qui travaillent sur ce sujet depuis 5, 10, 15 ans, et la question clé, c'est est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas, quoi. Donc il est peut-être temps de le faire, effectivement. Alors, revenons un petit peu maintenant à votre parcours politique.
Branle-bas de combat, je vais dire, en juin 2017, vous apportez votre soutien à Emmanuel Macron alors que vous étiez fidèle finalement au Parti Socialiste depuis toujours. Oui, c'est pas une banalité. Enfin, nous avons été quelques milliers parmi les responsables socialistes et quelques millions parmi les électeurs socialistes. C'est-à-dire que l'évolution que j'ai faite et qui m'avait été un peu suggérée par Emmanuel Macron, hein, il avait de très bons rapports et il avait souhaité depuis un moment m'associer à sa démarche. Bon, c'est vrai que j'ai hésité parce que quand on est engagé dans une famille politique, on a toujours du mal à s'en séparer. Mais à partir du moment où les électeurs appelés à la primaire socialiste avaient choisi un candidat avec lequel j'étais d'accord sur rien, je me sentais bien un peu, mais comme encore une fois énormément de gens, je me sentais bien en décalage. Et j'ai naturellement, il faut savoir, j'ai voté pour Emmanuel Macron dès le début. Et ensuite, j'ai tiré les conséquences en disant que je rejoins le mouvement dans lequel je pense qu'on peut, à partir de principes de solidarité et de valeurs sociales démocrates, agir utilement. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est qu'en fait, il n'y a plus ni gauche ni droite. Finalement, il faut agir pour le bien. C'est un sens commun. Oui, d'une part, moi j'avais de longue date. Vous savez, j'ai été un compagnon de Michel Rocard pendant longtemps. Et on a vécu, j'avais des responsabilités auprès de lui, une période quand il était Premier ministre en 88, où il y avait quelque chose d'un peu singulier, c'est qu'on avait un peu raté les élections législatives après la réélection de François Mitterrand, et on n'avait pas de majorité absolue à l'Assemblée. Donc il fallait faire des compromis. Et on faisait des compromis, soit avec les centristes, soit avec les communistes, suivant les moments. Et j'étais un peu un des opérateurs de ça, notamment sur les lois de finances, parce que c'était ma fonction. Donc, de longue date, j'avais l'idée qu'il fallait chercher un rapprochement entre familles politiques différentes. Et j'étais un peu gêné, j'étais un peu en retrait par rapport à l'idée de l'affrontement droite-gauche, un peu ping-pong, quoi. Donc ça fait partie en effet des choses que je crois attirantes. Alors ça ne veut pas dire que d'autres formations politiques n'ont pas leur place, simplement ce que je me permets d'espérer, c'est qu'elles soient dans la proposition et pas seulement dans la protestation. On l'espère aussi parce que l'action est importante et on a besoin de réformes, effectivement. Alors, on va un petit peu parler maintenant du Val d'Oise. On incite et on développe l'habitation en Val d'Oise, en ville comme dans les zones rurales. Pourtant, les auditeurs estiment que trop peu est investi dans les infrastructures routières et dans les transports collectifs. Un chef d'entreprise nous disait hier que ses salariés mettent le double de temps, 40 minutes sur un trajet de 20 minutes. Nous avons appris hier que la ligne H est reportée à 2027 et personne ne parle plus de l'interconnexion de la ligne H à Pleyel. Alors la question c'est, la France n'est-elle pas capable d'investir dans sa première région économique, dans un département performant et donc dans un programme de développement des voies de communication importantes? Tout a l'air simple dans votre question. Hein, l'argent n'est pas un problème, comme j'entends dire parfois. Non. Le transport ferroviaire a un coût élevé. Ce sont des investissements très lourds et ce sont ensuite des charges d'entretien très importantes. Donc il y a une petite confusion dans votre observation, c'est la ligne 17 qui a été confirmée avec une date de réalisation complète en 2027. Et en revanche, la ligne H est en très bon état. Écoutez, jeudi dernier, il y avait de nouveau plus de train le matin pendant 2 heures. Le taux d'exactitude de la ligne H, c'est un des meilleurs d'Île-de-France, c'est 96,5%. Je vous parle bien de la ligne H que je prends régulièrement. Mais encore une fois, les chiffres de la SNCF ne sont pas douteux. Donc, pour moi, le sujet du recalage financier que le gouvernement fait, qu'il présente avec netteté et objectivité aux élus, nous avons passé tout l'après-midi de vendredi avec le Premier ministre et Elisabeth Borne à débattre de ce sujet-là. Il vaut mieux ne pas raconter d'histoire aux gens. Donc il y a un sujet financier de réalisation des 200 km de nouvelles lignes de métro et il y aura un rééchelonnement de certaines réalisations. Ça a été le cas pour la ligne 17 qui, je rappelle, va de la Défense à Roissy et qui entre en correspondance avec plusieurs autres lignes. En revanche, moi, un des sujets sur lesquels j'étais très vigilant et sur lesquels j'ai demandé des précisions à la ministre des Transports, c'est le plan de ce qu'on appelle régénération des lignes RER. La ligne A, la ligne C et la ligne B, je veux dire, et la ligne D, qui sont utilisées par des centaines de milliers de Valdoisiens et sur
lesquels il y a besoin de gros travaux d'amélioration des infrastructures, comme on dit, c'est-à-dire des rails, des aiguillages, des centres de traitement de l'information. Et je ne voudrais pas que ce programme-là, qui me paraît urgent, soit retardé. Donc je vais m'en assurer. Alors, est-ce qu'on peut faire plus financièrement? Oui, bien sûr, avec des taxes. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas trouver des investisseurs? Non, ça n'a aucune rentabilité financière. Dans tous les pays du monde, la réalisation de nouvelles lignes de transport public ferroviaire est un coût que l'on ne peut pas répercuter sur les recettes. Parce que je vous rappelle que simplement pour faire fonctionner les trains, les recettes commerciales, c'est-à-dire ce que payent les voyageurs, représentent 30% de la charge. Donc, a fortiori, l'investissement qui se compte en dizaines de milliards, ce dont nous parlons pour les nouvelles lignes du Grand Paris Express, c'est 34 ou 35 milliards. Il n'y a aucun financier qui peut gagner sa vie en investissant dessus. Ce sont des dépenses publiques, donc il faut des taxes. Donc, après, moi, je laisse chacun apprécier. Mais beaucoup de collègues du département disent nous payons les taxes, nos usagers, nos administrés payent des taxes pour le Grand Paris, donc on veut le Grand Paris Express, ils ont raison. Simplement, il faut que les deux s'équilibrent. Donc, si on veut le Grand Paris Express plus vite, compte tenu de ses coûts de réalisation, il faut plus de taxes. C'est un choix à faire. Et on ne peut pas dire que ça peut être une mission d'investissement, puisque du service public, finalement. Oui, d'accord, mais sauf qu'un investissement de service public doit être payé par les taxes. Quand vous créez une université, il n'y a pas d'autre moyen. L'université ne va pas rapporter de dividendes, donc il va falloir la financer avec des impôts. Donc il faut être clair avec les gens. Si on ne veut pas augmenter trop les charges fiscales, notamment l'Île-de-France, parce que, entre nous, je rappelle toujours à mes jeunes collègues, au Parlement, n'oubliez pas qu'il y a 83% de non-franciliens quand même. Donc nos soucis et nos disputes, ils peuvent les voir un peu autrement, compte tenu de leur niveau de vie, de leur niveau de croissance, etc. Donc c'est bien avec des recettes venant de l'activité économique d'Île-de-France que nous devons payer tout ça. Alors, autre sujet sur le Val d'Oise, le Vexin. C'est un patrimoine historique et culturel. Quelle évolution voyez-vous pour lui? Ben écoutez, elle est bien cadrée, elle est bien définie par la charte du parc naturel régional, qui est une belle création à laquelle nous avons les uns et les autres participé il y a un peu plus de 20 ans, et qu'est-ce que je dis, plus de 25 ans maintenant, et qui, je crois, est une réussite. J'ai travaillé, parce que la chance a voulu que je puisse siéger au titre de l'agglomération de Cergy-Pontoise comme voisin, ce qu'on appelle Ville-Porte, dans le conseil du parc naturel régional, et j'ai vu beaucoup des collègues élus des villages se prendre au jeu et puis transmettre à leur population l'idée à la fois d'une préservation du paysage, du type de construction que nous avons, et malgré tout d'une certaine aptitude au développement. Et donc l'un des sujets dont nous parlons beaucoup justement maintenant, c'est ce qu'on appelle les mobilités, c'est-à-dire les moyens de se déplacer en zone rurale, où évidemment il n'y a pas du tout le même nombre d'usagers, donc la même base pour faire fonctionner des services publics. Et ce que je dis, et je demandais l'autre jour à Stéphane Baudel, vice-président transport de la région, de venir nous voir pour nous expliquer où il en est, c'est que tout ce qui est transfert d'informations, numérique, data, doit permettre dans les toutes prochaines années d'amener des mécanismes de transport, des réponses aux problèmes de transport beaucoup plus adaptés que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Moi j'ai toujours vu, depuis ma première élection, des systèmes de bus à la demande ou de taxi à la demande, ça fonctionnait avec des téléphones. Et donc c'était fort peu réactif. Aujourd'hui on est capable, on sera capable, je pense, en peu d'années, de faire circuler des véhicules adaptés à la taille de la demande, de façon beaucoup plus adaptée aux besoins de déplacement. Alors, dernière question sur le Val d'Oise, entre guillemets, et l'Île-de-France. Comment voyez-vous les contours du Grand Paris? C'est une question un peu piégée, parce que quand on parle de Grand Paris, est-ce que ça veut dire gérer en commun nos grands services locaux, comme nous le faisons dans nos intercommunalités? Ou est-ce que ça veut dire faire des programmes d'ampleur régionale? Si c'est la première solution, c'est-à-dire gérer nos piscines, nos stades, nos théâtres, enfin toutes les opérations, tous les services dont nous avons besoin qui dépassent le cadre communal, tout ceci est réglé.
nous avons nos intercommunalités urbaines, hein, il y en a 4 grandes dans le Val d'Oise, plus les communautés de communes qui font un bon travail aussi dans la zone rurale. Et pour Paris, la proche couronne, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la métropole du Grand Paris, terme que je crois mal choisi. Qu'est-ce que vous auriez choisi? Communauté urbaine de Paris et de la petite couronne. C'est ça que c'est la métropole actuellement. Et de fait, ça veut dire qu'ils font ensemble des opérations de plan de transport local, ils font ensemble des opérations d'aménagement qui traversent la limite d'une commune, ils font ensemble des projets de grands équipements, par exemple un nouveau centre sportif ou des choses comme ça qui va desservir plusieurs communes. En revanche, ce qui est vraiment les projets de grande ampleur, ils ont besoin du soutien de la région puisque c'est elle qui définit le grand plan de transport. Donc c'est l'exemple que vous citiez tout à l'heure. À propos de la ligne 17, on a des projets, enfin, les collègues locaux que je soutiens entièrement ont des projets de développement très importants du triangle de Gonesse. Ça, je pense que c'est un sujet de niveau régional. Bon. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on obtienne la ligne 17 comme c'est prévu. Mais je crois qu'il y a 2 niveaux, si vous voulez. Il y a le niveau de l'aménagement local qu'on doit faire à plusieurs, et puis il y a le niveau vraiment régional. Et donc je pense que le dispositif actuel n'est pas loin d'être au point, et ce que j'espère, c'est que dans la réorganisation que le président a souhaitée, on fonctionne de façon flexible avec des conventions entre la région et les groupes de communes intéressés. Mais finalement, la métropole et le Grand Paris ne doit pas intégrer le Val d'Oise et l'Essonne? Si on prend la définition que je viens de donner, c'est-à-dire qu'il y a un niveau régional pour les plus grandes opérations, je pense qu'elle les englobe déjà. Et donc je me méfie beaucoup, mais j'entends bien que vous avez une autre écoute, je me méfie beaucoup de cette réclamation spécifique de la Grande Couronne en disant on est délaissé. Ce n'est pas vrai. Nous sommes aussi représentés à la région et au syndicat des transports, enfin maintenant à Île-de-France Mobilité, que la Petite Couronne et Paris. Je n'ai pas le sentiment qu'on puisse dire qu'il nous manque quelque chose pour participer au développement de la région capitale. Ça, c'est effectivement votre avis, c'est pas forcément l'avis de tous les élus qui viennent ici au micro. Donc c'est chacun plus facile de se plaindre. Chacun a son avis, effectivement. Je vous propose une petite pause respiratoire, une pause musicale. On va écouter Un enfant de Cergy, c'est Slimane. On va passer au national. Non, la question, c'est parce qu'on dit qu'il y a un millefeuille. La question sous-jacente qu'on se pose tous, c'est qu'il y a un millefeuille entre la communauté, les communautés d'agglomération, la région, vous voyez? La commune, la communauté, personne ne met ça en France. Personne ne veut manger plus de Non, c'est pas ça, c'est que ça, quoi. Non. Vous avez vu un maire qui veut... Non, aucun. C'est pour ça, plus enrichir, c'est tout le monde sait le faire. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau administratif, ça rajoute... Non, pas du tout. Non, factuellement, ce n'est pas exact. Ah bon, bah alors là, ça c'est pour une prochaine fois, on parlera de ça. Oui, parce que là, on n'a pas le temps. Mais il faudra qu'on en parle parce que la plupart des administrés trouvent qu'il y a un millefeuille entre administratif trop important et qu'on n'a pas fait d'économie de coûts. Vous voyez? Il faudra revenir nous parler de ça. Intégral. Ah, vous dites pipeau intégral. Et vous dites c'est important. Travaille sur ces sujets depuis 30 ans. Donc vous dites c'est important de laisser tous ces... C'est toujours les mêmes, communes, communautés, oui. Départements, c'est tout. Et la région, bien sûr. Le département a des fonctions spécialisées essentiellement. Oui. Personne d'autre n'en veut. Bah non, personne n'en veut. Bah c'est sûr. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Ça, on est bien d'accord. Vous nous faites reprendre, Francky, à 1 minute 30. On est déjà à 1 minute 50. Ah bon, bah alors on y va. Attention, on y va. On est sur IDFM avec Alain Richard et Jean-Luc Mouly. Alors Alain Richard, nous venons de parler du Val d'Oise. Passons un petit peu maintenant au national, et notamment du fait que les maires ne sont pas très ravis de la suppression progressive de la taxe d'habitation, car ils se demandent quelle sera la sécurité de la compensation, l'État n'ayant pas toujours tenu parole. Alors, ont-ils tort ou raison d'avoir peur? Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une habitude.
c'est facile aussi de dire tout ce qui est bien, c'est moi qui l'ai fait. Tout ce qui ne va pas, c'est la faute de l'État. Les communes font partie de l'État. Et donc, je m'efforce de rétablir un peu quand même le sens du partage des responsabilités. Nous avons un sujet de niveau de dépenses publiques et nous avons un sujet de complexité et de manque d'équité de la fiscalité. À partir de ça, Macron a pris la position, il l'a présenté aux électeurs, il a été soutenu par eux. Je supprime la taxe d'habitation, d'abord, dit-il, pour 80% des contribuables en fonction des tranches de revenus. Nous sommes quelques-uns, à commencer par, je crois, le Premier ministre, mais vous gardez ça pour vous, à lui dire, oui, mais ton truc ne boucle pas complètement, parce que si cet impôt est discutable pour 80% des contribuables, c'est difficile qu'il soit complètement satisfaisant pour les 20% restants. Donc, c'est quelqu'un qui s'est écouté aussi, donc il fait évoluer sa position, il dit d'accord, donc je vais à la suppression intégrale d'ici 2020, ce qui veut donc dire qu'on va dégrever maintenant, pour une somme importante, les 20% de contribuables les mieux rémunérés. Donc il faudra aussi trouver la compensation de ça. Et je vous demande de me proposer un remplacement par un impôt. Pas par une notation, mais par un impôt. Et donc c'est la mission dont je suis chargé avec plusieurs autres personnalités, de regarder comment on peut le faire. Et je ne vais pas vous faire de déclaration sur le sujet, parce qu'il est évidemment un tout petit peu délicat et que nous avons encore 2 mois et demi de travail. C'est encore en réflexion. Sur la question. Mais simplement, ce qu'il nous a demandé, donc là il n'y a pas de... il n'y a pas de mystère, c'est qu'on ne reste pas à un remplacement par une dotation de l'État, mais par un autre impôt, qui serait donc non pas une création d'impôt dans son esprit, mais une part d'un impôt de l'État qui a donc son potentiel d'évolution quand il y a de la croissance, et qui garantit aux communes une recette solide et dynamique. Donc ce n'est pas une tâche facile, on va essayer de la mener à bien, et pour ma part, quand je reverrai le chef de l'État sur le sujet, je lui recommanderais de faire cette réforme sans trop tarder. C'est-à-dire que je comprends bien la date 2020, parce que d'ici là, la croissance nous aura sans doute apporté quelques recettes supplémentaires, mais comme il y a une crispation des élus locaux sur comment viendra le remplacement, il me semble qu'il est préférable que le débat ne dure pas 2 ans, mais il me semble que dès la loi de finances 2019, c'est-à-dire au mois de septembre de cette année, on devrait pouvoir apporter une réponse durable et qui mette chacun à l'aise. Oui, mais on peut comprendre que les maires ont peur, puisque on a bien vu dans les années précédentes que les charges communales ont été transférées. Que les 40 millions de contribuables, eux, trouvent ça plutôt pas mal. Ah bah c'est sûr, ça c'est sûr. Mais bon, on comprend aussi donc, que... Je suis l'élu des maires et je suis parmi eux, mais donc je leur rappelle qu'il y a quand même plusieurs composantes dans le débat, et que, par ailleurs, si vous voulez, ça n'a pas attiré beaucoup l'intérêt de la presse. Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont lancé, ils ont très bien compris ce sujet de méfiance, alors entre nous quand même, méfiance un peu entretenue. C'est tellement facile de dire, moi c'est formidable, je suis proche de mes électeurs, je fais tout ce qu'ils veulent, etc. Si seulement j'avais plus d'argent, la vie serait un rêve, mais il y a le vilain État qui ne veut pas qu'on augmente les dépenses publiques. Donc ça, c'est vraiment très vilain. Donc je crois qu'il faut aussi sortir un peu des jeux de posture. Mais comme il y a cet élément de crispation et de défaut de confiance, ils ont lancé tout de suite, je me rappelle, c'était le 17 juillet, l'idée de la conférence nationale des territoires. Voilà, j'allais en parler. Et on se voit très fréquemment. C'est-à-dire que les représentants de tous les niveaux de collectivités territoriales débattent avec les ministères, avec les membres du gouvernement, des solutions à prendre sur tous les sujets d'intérêt commun. Et donc nous allons nous voir très fréquemment sur ces différents sujets-là. Je pense que la conférence des territoires peut être un moyen, doit être à mon avis un moyen de rétablissement de la confiance. Alors justement, depuis la conférence nationale des territoires, vous avez été missionné sur la réforme des finances locales. Donc vous nous avez dit que dans 2 mois, vous devriez apporter quelques réponses. Donc on vous invite à revenir à l'antenne d'ici donc 2-3 mois. Mais en même temps, vous êtes en charge des 319 collectivités les plus peuplées. Donc quel est l'enjeu? C'est justement, ça aussi, Emmanuel Macron nous l'avait dit très tôt. Je ne baisserai pas vos dotations publiques, mais je vous demanderai de faire de l'économie.
Il avait d'ailleurs cité quelques mesures facilitant les économies, comme le libre choix de la semaine scolaire. Donc, on a essayé de le faire, et on a donc fixé un taux de croissance de la dépense locale modéré, mais qui permet quand même de continuer à développer ces activités, et on demande aux collectivités de respecter ce taux de croissance de leurs dépenses, je précise, de fonctionnement. C'est-à-dire que ça vise justement à permettre de garder de quoi faire des investissements. Et nous avons légiféré en décembre pour fixer le cadre de ça, et nous avons mis un petit avantage à ceux qui choisissent de le faire par convention avec l'État, donc en s'engageant eux-mêmes, et qui du coup auraient, en cas de réussite de l'objectif de modération de dépenses, un petit avantage supplémentaire. Donc ça, et on l'a commencé parce qu'il fallait expérimenter, et puis que l'enjeu était en masse financière par rapport aussi à nos engagements de l'Union européenne. Donc on a commencé par toutes les collectivités qui ont un budget de plus de 60 millions d'euros par an en dépenses de fonctionnement, qui en fait donc 322 dans le dernier des comptes. Alors le problème va être... Ce qui est le cas dans le Val d'Oise, pour vous dire, d'Argenteuil, de Cergy, de Sarcelles, et des 4 grosses communautés, Roissy, Plaine-Vallée, Valparaíso et Cergy-Pontoise. Alors, par contre, le problème va être un petit peu plus difficile peut-être pour l'équilibre des budgets dans les petites communes, non? L'expérience dit plutôt le contraire, parce que les petites communes sont spontanément beaucoup plus modérées dans leurs dépenses. Elles sont plus rigoureuses. On a considéré qu'il n'y avait pas besoin d'établir de règles spécifiques pour elles, parce que l'objectif de faire entre 1,2 et 5% de croissance régulière pour les prochaines années, ils allaient l'atteindre par eux-mêmes. Vous pensez que c'est jouable? N'oubliez pas que pendant ce temps-là, les recettes augmentent. Oui. Quelles recettes? Tout le monde oublie de le dire. Dites-nous quelles recettes. Mais les recettes des collectivités locales augmentent tous les ans. Bien sûr. Mais regardez les chiffres, c'est très très simple. Il suffit de regarder les budgets de nos collectivités, elles augmentent tous les ans, y compris pendant la période où il y a eu une baisse des dotations. Parce que quand vous prenez les impôts de votre ville, tous les ans, il y a une revalorisation forfaitaire des bases d'imposition, et il y a des logements supplémentaires ou des entreprises supplémentaires imposables. Donc, si nous proposons aux collectivités d'avoir une croissance de dépenses modérée et que leurs recettes vivent leur vie normalement, elles augmentent leur marge d'investissement. Merci beaucoup, Alain Richard. Alors passons à un autre sujet. Le gouvernement annonce un an de concertation en vue de la réforme de la fonction publique et des statuts, possibilité de départ volontaire, mobilité entre le public et le privé, implémentation de nouvelles technologies. Alors vous dites enfin ou surtout pas? Non, ça continue. On a fait des réformes de la fonction publique depuis qu'elle existe, et on les a en gros toujours faites dans le même sens. C'est-à-dire faciliter les contacts entre différents secteurs de la fonction publique, favoriser les mutations et la mobilité, alors que les organismes employeurs tendent à vouloir garder leurs agents, et que les agents eux-mêmes n'ont pas toujours un désir de mobilité, mais enfin, il faut au moins faciliter la vie de ceux qui souhaitent cette mobilité. Et puis c'est vrai que la fonction publique repose sur un principe qu'un emploi permanent doit être pourvu par un fonctionnaire titulaire, et que ce mécanisme de base rend plus difficile les évolutions, les changements de métier, les créations de nouveaux services, ou au contraire les services qui ont moins d'importance. Et avec évidemment la vague du numérique, il y a encore beaucoup de métiers de services publics qui vont changer. Donc la proportion d'agents contractuels, qui est déjà significative dans les collectivités locales. Je me rappelle, dans le monde des collectivités locales, nous avons 18% de contractuels par rapport à nos emplois. Donc l'évolution qui va être conduite, que nous étions nombreux à souhaiter, et notamment les maires, c'est d'avoir plus le choix entre fonctionnaires titulaires et contractuels, ce qui permet aussi aux gens de faire une partie de carrière comme agent de service public et de partir ensuite, ou de revenir. Donc ce sont des facteurs de réponse aux besoins d'évolution à la fois des services publics, des collectivités, et aussi au concept une vie de travail, une vie professionnelle, c'est plusieurs métiers, et l'action de solidarité ne consiste pas à figer chacun dans sa situation antérieure, mais à de faciliter les transitions sans que les gens y soient perdants.
Oui, merci Alain Richard. Rappelons que la dernière grosse réforme de la fonction publique date de Nicolas Sarkozy. Alors, autre sujet national, c'est le PIB, le produit intérieur brut. L'INSEE va intégrer le trafic de stupéfiants et ses activités dans le calcul de son PIB, donc à partir du mois de mai. Mais pas la prostitution et ses activités annexes, car l'INSEE considère qu'il n'y a pas d'accord des prostituées, alors que depuis 2013, l'Institut européen des statistiques le demande. Alors n'est-ce pas une manière de nous faire accepter la drogue en soi, comme qu'il va peut-être falloir la légaliser? Qu'est-ce que vous en pensez? Tous les deux d'ailleurs. Moi, c'est très simple, je suis un gros consommateur de statistiques parce que je pense que c'est un outil important pour comprendre où on en est, comment la société évolue, quels sont les besoins à satisfaire, etc. Et donc, le sujet, puisque nous sommes dans une union économique, avec des acteurs économiques qui se placent dans le contexte de l'Union européenne et pas simplement de chaque nation, c'est que nous ayons des statistiques qui soient homogènes et qui permettent de comprendre comment les pays évoluent les uns par rapport aux autres et quels sont les défis auxquels ils ont à faire face. Donc, est-ce qu'on compte dans l'ensemble des activités économiques qui aboutissent, qui sont à la fois publiques et privées? C'est-à-dire que tous nos lycées, pour prendre cet exemple, entrent dans le PIB. L'enseignement public, ou l'enseignement privé d'ailleurs, font partie des données qui constituent le produit intérieur brut de chaque pays. Donc, il n'y a pas, à mon avis, de sujet éthique là-dedans, parce que dans ce qui contribue déjà au PIB et qui est compté par tout le monde comme le PIB, il y a des paris, par exemple, sur les activités sportives dont je mesure mal la dimension éthique. C'est de la production, c'est un commerce, les gens l'achètent et le vendent, donc c'est à constater objectivement. Donc, le débat qui est entre statisticiens pour savoir si on compte les échanges économiques liés aux stupéfiants ou pas, ne me paraît pas revêtir de dimension éthique. Ça n'a pas d'ailleurs une très grande importance. Je rappelle que le PIB de la France, c'est 2230 milliards d'euros à l'heure actuelle, et que si on ajoute cet élément-là, je ne sais pas ce que ça pèse, mais c'est probablement entre 10 et 15. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Luc Mouly? Mais écoutez, moi je me place sur un autre plan, bien entendu, puisque au Secours catholique, on est là pour accompagner toute une fraction de la population qui est en difficulté et un petit peu exclue. Et pour moi, le problème de la drogue, je ne me placerai pas sur un plan statistique, ni d'ailleurs sur un plan éthique ou moral, mais je me placerai sur un plan de déstabilisation et désocialisation, en quelque sorte, dans la mesure où ça touche toute une population qui est marginalisée, exclue, sans travail, qui est récupéré pour gagner de l'argent facilement dans le trafic de drogue. Et je dirais, ça fait un système économique parallèle qui déstructure complètement tout un tas de gens qui n'ont pas besoin de ça, qui sont déjà en difficulté, et notamment au niveau des jeunes. Alors, dernier sujet national sur lequel j'aurais voulu votre réaction, c'est le scandale de l'affaire Lactalis qui a mis en lumière les agissements de la coopérative Sodial révélés par l'émission Cash Investigation sur France 2. Êtes-vous au courant que cette coopérative qui regroupe 20 000 éleveurs signe des contrats de vente de lait à bas prix en exclusivité? Résultat, ils ont un trésor de guerre de 526 millions de réserves, mais au lieu de le redistribuer aux éleveurs, qui vont pour certains très mal, ils font entrer récemment dans leur capital un fonds d'investissement étranger. Alors nous sommes pour la liberté d'entreprendre, mais là, ne croyez-vous pas que finalement l'État devrait réfléchir à mettre en place une certaine éthique pour les coopératives? Non, il y a eu une réforme du modèle des coopératives qui a été faite par Benoît Hamon d'ailleurs quand il était secrétaire d'État à l'économie et qui permet justement aux coopératives de pouvoir faire des alliances d'entreprise. C'est aussi simple que ça. Et le mouvement des coopératives, qui veille à sa propre déontologie si on veut, le demandait depuis longtemps. Ensuite, vous avez un autre sujet, qui n'est pas nouveau en France, qui est l'écart entre les grandes coopératives agricoles, qui sont devenues des coopératives de transformation industrielle, et c'est évidemment utile pour les agriculteurs, donc l'écart entre l'agriculteur individuel et sa coopérative. Et précisément, c'est un des problèmes du fonctionnement de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, c'est qu'à la base, c'est un concept que tout le monde doit saluer, c'est-à-dire que c'est une économie humaniste dans laquelle chaque contributeur, chaque producteur a son mot à dire et les intérêts collectifs sont débattus. Quand ça atteint une certaine taille, ça fonctionne moins bien et les partisans de l'économie de marché pure et simple disent « Pardon, mais une entreprise cotée en bourse
elle est 10 fois mieux contrôlée par ses actionnaires qu'une coopérative par ses membres. Alors moi, je ne partage pas cette critique, mais je pense qu'on a déjà fait une réforme du concept de coopérative pour faciliter le contrôle des coopérateurs. Ensuite, à nos amis agriculteurs de s'en saisir pour éviter que les grandes coopératives agricoles deviennent en quelque sorte des prédateurs. Vous savez, quand on a eu la crise du porc, ça n'avait pas fait beaucoup de bruit, cette affaire. Quand il y a eu la crise du porc, le marché de Plérin, etc., l'organisme qui faisait le plus baisser le cours du porc, c'était la plus grosse coopérative de production de viande de France. Donc, il faut que le modèle coopératif évolue. Je crois que les dirigeants du mouvement coopératif l'ont très bien compris. Maintenant, dans certains secteurs régionaux, dans certains secteurs professionnels, il reste des étapes à franchir. Alors, dernier sujet avec vous, Alain Richard, c'est la question que vous posez le 10 février prochain, toute la journée de 9h30 à 16h, entrée gratuite à Enghien pour un colloque. L'Europe nous protège-t-elle? Ben, c'est ça la réponse, c'est venez au colloque. D'accord. Enfin, vous posez quand même 3 questions. Quelle menace, quelle défense? L'Europe peut-elle faire face à la révolution scientifique en cours? Et y a-t-il des valeurs européennes? Vous êtes quand même un grand commis de l'État et européen. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ben on va peut-être faire... Enfin, c'est d'ailleurs à quoi servent, entre autres, ces journées d'Enghien, auxquelles je suis fidèle, parce que c'est une belle rencontre, et il y a toujours beaucoup de monde. C'est aussi de mettre dans le dialogue direct avec des citoyens des enjeux de construction d'un ordre mondial plus équitable et plus sécurisé, auquel se livrent les gouvernements, mais aussi les lieux de réflexion comme l'IRIS. Et les valeurs européennes, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mystère qu'elles existent, et d'ailleurs nous avons adopté formellement entre nations il y a une quinzaine d'années, c'est la charte des droits et des libertés européennes, que nous essayons de tous appliquer. Donc, tout ça est bien cadré, et c'est vrai que le contexte de la mondialisation et des conflits latents, en tout cas des tensions internationales latentes, pousse l'Union européenne à devenir plus un acteur de sécurité, c'est-à-dire de défense. La France défend cette position-là depuis longtemps. Du fait de notre particularité, nous sommes perçus un peu comme nationalistes par nos collègues européens. Ah oui. Oui. Parce que la France a gardé une influence mondiale importante à laquelle elle tient, et donc nous ne sommes pas toujours convaincants vis-à-vis des autres Européens. Je ne parle pas simplement des dirigeants, mais aussi de leurs opinions publiques. Quand nous disons l'Europe doit être sa propre défense, parce que tous nos autres partenaires considèrent que c'est l'OTAN qui joue ce rôle-là. Donc la situation évolue. Il faut bien dire que les zigzags du président Trump aident les Européens à se dire... la chancelière a été très typique de ça. Sa réaction aux premières lubies de Trump, ça a été de dire oui, décidément, il faut que l'Europe prenne en main son destin. C'est une évolution importante, mais il faut que nous... Il y a un paradoxe que je cite souvent. La France, les dirigeants français, mais une bonne partie du peuple français aussi, considèrent que la construction de l'Europe se fait à un, c'est-à-dire nous, et que les autres sont chargés de nous écouter. Il faut qu'on soit dans une relation plus fluide avec nos partenaires. Merci beaucoup. Effectivement, venez écouter les débats avec des intervenants de haut niveau, samedi 10 février à 9h30. Alors, Jean-Luc Mouly, avec vous, donc, on va parler humanitaire. Le Secours catholique, que propose-t-il en Val d'Oise? Alors oui, on va parler humanitaire. Qu'on soit bien d'accord, c'est assez intéressant qu'on soit intervenus tous les deux ce matin, parce que parler humanitaire, ça n'est pas du tout se mettre en opposition par rapport au système politique, et je vais faire un petit peu de politique locale en son temps, je dirais, mais je me suis résolument dirigé vers cette mouvance d'abord humanitaire, si vous voulez, parce que quand on ouvre les yeux sur le monde, on voit bien qu'il faut faire quelque chose à l'échelle mondiale au niveau de tous les pays, parce que sinon, par les moyens de communication, enfin, je ne vais pas insister là-dessus, tout le monde sait ça très bien, tout le monde sait ce qui se passe partout, et il est évident qu'on se retrouve devant des situations extrêmement difficiles par tout un système migratoire actuellement qu'on n'arrive pas à faire bien fonctionner, et dans lequel on réagit quelquefois pas comme il faut à notre avis. Donc, si vous voulez, ce développement, alors là, si je trouve que c'était très ciblé, c'était du développement chirurgical, de l'entraide chirurgicale, mais ce développement de la chirurgie, si vous voulez, dans les pays
en développement est extrêmement important parce qu'il faut que les gens, enfin pour la petite partie qui peut intéresser, soient bien soignés chez eux si on veut qu'ils puissent y rester déjà. Le deuxième aspect, si vous voulez, qui maintenant me préoccupe et m'a été oui, je le dis très simplement, un bouleversement dans ma vie, c'est que passer du bloc opératoire au Secours catholique, puisqu'on m'a demandé de prendre la présidence, de prendre la présidence du Secours catholique du Val d'Oise et maintenant également de la région Île-de-France, c'est un changement de vie parce que quand vous quittez un bloc opératoire un soir pour vous retrouver à Cergy-Saint-Christophe le lendemain matin avec tous les problèmes qui se posent actuellement au niveau de tous les gens qui sont exclus de notre société, marginaux, etc., et migrants, voilà, c'est un changement, mais c'est un changement qui est passionnant et je dirais qui doit être très prégnant pour notre vie sociale et notre vie en commun actuellement. Parce que si on ne prend pas cette dimension en compte, on est dans un système qui n'est pas vivable. Donc finalement, vous faites appel à devenir bénévole, en fait, quelque part. Oui, enfin, il y a beaucoup d'appels. Bien sûr on a 800 bénévoles sur le Val d'Oise. On peut en avoir encore beaucoup plus, si vous voulez. Il y a le champ est extrêmement vaste, il y a matière à faire. Mais on fait un appel aussi, je dirais, surtout sur le problème des migrants. Vous savez qu'hier soir à Calais, il y a eu des événements dramatiques pour notre pays. On fait appel aussi à ce qu'il y ait une prise de conscience. Une prise de conscience et puis surtout qu'il y ait que le monde associatif qui est en contact sur le terrain avec toutes ces personnes qui sont en situation d'exclusion et le monde politique qui doit prendre les décisions, qu'il y ait des discussions entre ces deux parties. Parce qu'on ne peut pas simplement décider et puis ensuite débrouillez-vous sur le terrain. Il faut qu'ensemble, on puisse mettre un petit peu ce sujet qui est capital sur la table pour essayer de voir comment on fait et qu'est-ce qu'on réalise de bien ensemble. On peut réaliser quelque chose de bien, mais il faut le faire ensemble. C'est-à-dire que vous trouvez qu'il n'y a pas assez de structures pour accueillir les migrants, c'est ça que vous voulez nous dire? Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'il y a actuellement dans la démarche gouvernementale pas assez d'écoute et de discussion avec les gens qui sont sur le terrain, notamment le monde associatif. Le monde associatif est effectivement, je dirais, convoqué par le Premier ministre ou par le ministre de l'Intérieur pour expliquer ce qu'ils ont décidé. Mais je veux dire, en amont, il peut se passer aussi des échanges, de l'écoute, du partage, et ça serait, à mon avis, beaucoup plus réaliste, et on pourrait comme ça arriver à quelque chose de mieux. Je crois que vous vouliez intervenir aussi sur le décret du ministre du 12 décembre. Alors, la fameuse circulaire Collomb, oui, je voudrais intervenir dessus. D'ailleurs, notre présidente nationale a écrit à M. Macron sur ce sujet, si vous voulez, pour dire que deux choses. Le contrôle, si vous voulez, des migrants et du courant migratoire au niveau des centres d'hébergement, pour nous, n'est pas acceptable parce que ça rend les centres d'hébergement plus crédibles. Ils ne sont plus crédibles, c'est-à-dire que les gens, à terme, n'iront plus, et on va retomber dans le système qu'on veut combattre, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent dans la rue, dans les bois, comme dit notre président. Donc, c'est pas la bonne solution. Donc, la première chose, si vous voulez, qu'on demande par rapport à cette loi, c'est qu'elle soit enlevée, et qu'il y ait en tout cas une forme de sanctuarisation, en quelque sorte, des centres d'hébergement, quels qu'ils soient. Parce que sinon, ils n'ont plus lieu d'être et de bien fonctionner. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que je crois qu'on ne fait pas on ne règle pas une politique migratoire uniquement avec des systèmes de mise en rétention, de privation de liberté. Je veux dire, on n'est pas face à des délinquants, on est face à des gens qui souffrent et qui viennent chez nous demander un coup de main. Et réagir par l'incarcération sur des gens qui ne le méritent pas, je dis, ça ne grandit pas notre pays, donc on est bien évidemment pas d'accord. Et puis il y a un troisième aspect, si vous voulez, qui nous fait tiquer dans tout ce qui se passe actuellement, c'est cette fameuse circulaire Dublin. Ces fameuses circulaires Dublin, si vous voulez, qui font qu'on renvoie dans les pays les gens sous prétexte qu'ils ont été d'abord enregistrés là quand ils sont arrivés. Cette circulaire Dublin était là normalement pour essayer d'harmoniser entre les différents pays européens cette notion d'accueil. C'est un échec, ça n'harmonise rien du tout, ça n'harmonisera jamais rien. Et donc la France, à notre avis, devrait dénoncer ces accords pour les remettre en cause parce que c'est un moyen commode, si vous voulez, de se débarrasser de toute une catégorie de personnes et de rejeter le problème sur d'autres pays qui n'ont pas besoin de ça. Et je pense par exemple à l'Italie, la Grèce, etc. Merci Jean-Luc Mouly. On va faire une petite pause. Après, je vous redonnerai la parole pour un petit mot de conclusion. Larissa est arrivée pour notre secret immobilier du jour. Bonjour Larissa. Bonjour.
Donc ce matin, nous allons parler du pouvoir d'achat des Français qui diminue. Donc on parle de une ville sur deux. Donc effectivement, malgré les taux immobiliers toujours historiquement bas, le pouvoir d'achat immobilier diminue dans la plupart des régions. Sont en cause l'augmentation des prix des logements et la baisse de l'apport personnel. Donc parmi les 34 villes de plus de 100 000 habitants, la surface achetable par les ménages français est à peu près stable. En fait, on parle de 15% des villes ou se réduit en 50% des villes, parfois fortement. Dans la plupart de ces métropoles, la hausse des prix des logements réduit la capacité des ménages à acheter et donc la surface achetable. Or, les prix ont augmenté dans 76% des grandes villes françaises. On peut également constater des fortes disparités selon les villes. Ainsi, en 2017, les ménages ont pu acheter un logement de 70,9 m² à Saint-Étienne. Là, on parle d'une baisse de prix de moins de 5%, de 64% à Lyon. Là, on parle d'une baisse de prix de 4,8% et de 64% en Aix-en-Provence. Et là, on parle d'un prix qui a augmenté de 2,4% et de 58 m² à Paris. On parle même à Paris d'une baisse de prix de 0,8%. Donc les facteurs qui diminuent le pouvoir d'achat, il y en a multiples des facteurs. Donc là, en règle générale, en fait, on parle des facteurs qui sont les revenus des acheteurs, le taux d'apport personnel, le prix au mètre carré de surface habitable, la durée des crédits accordés et le taux d'intérêt de ce crédit. Or, ces facteurs, malheureusement, n'évoluent pas toujours dans la même direction. Et vraiment, le plus important, c'est vraiment la baisse du montant d'apport personnel qui est associé à une diminution de la surface habitable. Merci beaucoup Larissa pour ce secret. Un petit mot pour conclure, Jean-Luc Mouly, parce que l'heure tourne. Oui, bien écoutez, au Secours catholique, dans le Val d'Oise, on accompagne actuellement 7800 personnes chaque année. Ce sont des personnes en difficulté qu'il faut accompagner, ne serait-ce que sur le plan humain, parce que ce sont des frères en humanité. Donc bien sûr, on a besoin de gens qui viennent s'investir chez nous sous forme de donateurs. On a besoin de gens qui viennent s'investir chez nous sous forme de bénévoles aussi, puisqu'on est une association de bénévoles. Et si vous voulez, là encore, le bénévolat a un petit peu évolué. De plus en plus, on fait appel à des bénévolats ciblés sur telle ou telle activité selon ce que souhaitent les gens, parce qu'il faut être heureux dans le bénévolat. Donc si on veut vous contacter, où faut-il aller? Alors c'est très simple en fait, il y a un site. Il y a un site Secours catholique Val d'Oise qui donne tous les détails qu'il faut. Il y a un Facebook aussi Secours catholique Val d'Oise. Donc c'est très facile de nous trouver. Et le siège de la délégation dans le département est à Cergy-Saint-Christophe. Alors quand vous parlez de suivre ces 7000 personnes, ce sont des familles qui sont... Vous faites la différence, enfin je veux dire, il y a combien de pourcentage entre les migrants et les gens qui résident en Val d'Oise? Alors, si vous voulez, on fait la différence. On n'aime pas trop faire ces différences. Nous, on a un accueil inconditionnel de tout le monde, quel que soit. Donc n'importe qui est en difficulté peut venir frapper à votre porte à Cergy-Pontoise. Toute personne, quelle que soit son origine, sa culture, sa religion, ils sont tous accompagnis chez nous. Ça, c'est la règle d'or, je dirais. Donc c'est bien à Cergy-Pontoise qu'il faut frapper à la porte. Et c'est à Cergy-Pontoise ou dans des équipes locales. On a 33 équipes locales dans le département. Y compris, on parlait tout à l'heure du Vexin. On a 4 équipes locales, dont une mobile qui se crée dans le Vexin. Mais on a des équipes locales partout. Il suffit, en général, on est visible dans la ville. Il suffit de tirer la sonnette et de vous frapper à la porte. Merci Jean-Luc Mouly. Vous reviendrez nous en parler au printemps un petit peu plus. En attendant, on vous souhaite un très beau week-end à tous. Et puis on vous retrouve lundi. Lundi, nous serons avec Dominique Roland, le directeur du Centre des Arts et directeur général adjoint de la ville d'Enghien-les-Bains. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être dans nos bureaux. Ouais, en fait, je suis venu plusieurs fois chez vous. Je suis venu assister à des émissions matinales, à des...